Je me suis garé dans l'allée de la maison de mon enfance, portant ce pathétique gâteau de supermarché, le cœur rempli d'une excitation nerveuse à l'idée d'avoir 24 ans. Le glaçage blanc s'était légèrement déplacé pendant le trajet, et la décoration en plastique, joyeux anniversaire, semblait de travers, mais je m'en fichais. Après avoir travaillé en double service à l'entrepôt pendant des semaines, cette modeste célébration était tout ce que je pouvais me permettre. Pourtant, elle représentait quelque chose d'important pour moi. J'attendais avec impatience cette simple réunion de famille depuis des mois, imaginant mes parents me chanter « Joyeux anniversaire » et partager des histoires de mon enfance. En montant les marches familières en béton, j'ai remarqué une activité inhabituelle à travers les fenêtres de devant. Ma mère, Margaret, est apparue à la porte avant que je ne puisse frapper, son expression froide et méprisante. Elle a jeté un coup d'œil à mon gâteau de supermarché avec une irritation visible et a prononcé des mots qui allaient briser mon monde à jamais. « Pas de fête cette année, Frédéric. Ta sœur a besoin de toute notre attention. » L'indifférence cruelle dans sa voix m'a serré l'estomac alors que je réalisais que j'étais devenu complètement invisible dans ma propre famille. Rester sur ce seuil, tenant mon gâteau rejeté, m'a fait l'effet d'un coup physique dans la poitrine. J'ai regardé ma mère se détourner sans un mot de plus, me laissant figé sur place tandis que la réalité de son renvoi s'imposait à moi. Les bruits de préparatifs frénétiques résonnaient de l'intérieur de la maison, avec mon père, Thomas, criant des instructions sur les arrangements floraux et ma jeune sœur Jessica dirigeant les traiteurs dans notre modeste salon. À travers la moustiquaire, je pouvais voir d'élégantes décorations blanches et dorées être accrochées au plafond, de coûteux centres de tables floraux être positionnés sur les tables et ma famille s'affairait comme s'ils préparaient un mariage royal. Jessica est sortie de la cuisine portant une superbe robe émeraude qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 mois. Ses cheveux blonds étaient coiffés par un professionnel en un chignon élaboré, et elle portait des boucles d'oreilles en diamant que je n'avais jamais vues auparavant. Elle m'a aperçu à travers la porte et a levé les yeux au ciel de manière théâtrale avant de passer sans un mot de reconnaissance. Le contraste entre son apparence glamour et mes simples vêtements de travail m'a fait me sentir encore plus déplacé dans ma propre maison. Je suis monté péniblement à l'étage jusqu'à ma chambre d'enfant, serrant toujours ce stupide gâteau, me sentant plus seul que jamais. La pièce était restée exactement comme je l'avais laissée des années auparavant, avec des posters délavés de joueurs de basketball et un lit simple recouvert de ma vieille couette bleue. Assis sur le bord de ce lit, j'ai fixé le gâteau de supermarché et je me suis demandé comment j'étais devenu si insignifiant pour ma propre famille qu'ils ne pouvaient pas prendre 5 minutes pour reconnaître mon anniversaire. Les bruits de la fête continuaient en bas alors que d'autres invités arrivaient pour la fête de fiançailles de Jessica. J'ai reconnu les voix de tante et d'oncle que je n'avais pas vues depuis des mois. Tous riaient et félicitaient Jessica pour son mariage prochain avec Brandon Walsh, un avocat de renom du quartier riche de la ville. Personne n'a demandé de mes nouvelles ou ne s'est demandé où j'étais pendant cette réunion de famille. Me sentant agité et blessé, j'ai décidé de rassembler quelques affaires à ramener dans mon petit appartement de l'autre côté de la ville. En sortant mon vieux sac de sport du placard, j'ai accidentellement fait tomber une boîte à chaussures qui avait été cachée sous l'ancien lit de Jessica. Le contenu s'est répandu sur le parquet, révélant une collection de documents à l'aspect officiel qui m'ont glacé le sang. Des relevés bancaires montraient que mon fonds d'études, qui aurait dû contenir 37 000 $, avait été complètement vidé 3 ans auparavant. Les registres de transfert indiquaient clairement que l'argent était allé directement aux frais de scolarité de l'école d'art privée de Jessica à l'Académie Westmont. Mes parents m'avaient dit que le fonds avait été perdu dans de mauvais investissements en bourse lorsque j'avais désespérément besoin d'argent pour des cours au Community College. J'avais passé les 3 dernières années à travailler dans des entrepôts et à vivre de paix en paix, croyant que mon fonds d'études avait simplement disparu à cause de leurs mauvaises décisions financières. Mais les documents révélaient une vérité plus dévastatrice. Jessica avait reçu une bourse d'études complète pour l'Académie Westmont, ce qui signifiait que mon argent volé avait payé des dépenses inutiles alors qu'elle fréquentait l'école entièrement gratuitement. La lettre de bourse était datée de 6 mois avant que mes parents ne prétendent que mon fonds avait été perdu, prouvant qu'ils m'avaient délibérément menti en transférant mon argent à Jessica. Mes mains tremblaient en découvrant d'autres preuves de leur tromperie. Des cartes d'anniversaire qui m'étaient adressées par mes 2 grands-parents au cours des 5 dernières années avaient été ouvertes et gardées cachées dans cette boîte. À l'intérieur de chaque carte se trouvaient des cadeaux en espèces allant de 50 à 200 $, totalisant plus de 2000 $ que je n'ai jamais reçus. Mes parents avaient intercepté ces cadeaux d'anniversaire et avaient apparemment dépensé l'argent pour les divers besoins et désirs de Jessica. Le coup de grâce est venu quand j'ai trouvé une lettre manuscrite de mon défunt grand-père, Robert,
stipulant spécifiquement que sa collection de voitures anciennes devait me revenir à sa mort il y a 2 ans. La lettre détaillait 3 automobiles classiques d'une valeur d'environ 15 000 $ au total qui étaient destinées à m'aider à démarrer ma vie d'adulte. Au lieu de cela, j'ai trouvé des reçus de vente montrant que mes parents avaient vendu les 3 voitures immédiatement après les funérailles du grand-père Robert et avaient déposé l'argent sur le compte d'épargne de Jessica pour ce qu'ils appelaient des fournitures d'art et du matériel pédagogique. Assis sur le sol de cette chambre, entouré de preuves d'années de vol et de tromperies systématiques, j'ai senti toute ma compréhension de ma famille s'effondrer. Ils n'avaient pas seulement volé mon avenir financier, mais avaient activement œuvré pour que Jessica reçoive tous les avantages possibles pendant que je luttais seul. La profondeur de leur favoritisme allait bien au-delà de la simple préférence. C'était un abus financier calculé, conçu pour bénéficier à un enfant au détriment complet de l'autre. Les bruits de rire et de fête en bas me semblaient maintenant une moquerie. J'étais là, découvrant que ma famille me volait depuis des années pendant qu'ils organisaient une fête coûteuse pour les fiançailles de Jessica avec de l'argent qui aurait dû soutenir mon éducation et mon avenir. L'ironie était dévastatrice. J'étais rentré à la maison en espérant une simple reconnaissance pour mon anniversaire, pour découvrir que ma propre famille minait systématiquement ma vie depuis des années. J'ai rassemblé toutes les preuves de cette boîte à chaussures et je suis descendu, le cœur battant d'un mélange de rage et de chagrin. Le salon était rempli d'environ 30 personnes, toutes vêtues de leurs plus beaux habits et tenant des verres de champagne. Jessica se tenait au centre de l'attention, montrant son énorme bague de fiançailles à un cercle de parents admiratifs. Mes parents se déplaçaient dans la foule comme des hôtes fiers, acceptant les félicitations pour le mariage réussi de leur fille avec Brandon Walsh. Le contraste entre cette célébration élaborée et mon gâteau d'anniversaire rejeté, abandonné sur le comptoir de la cuisine, me remplissait d'un ressentiment brûlant. J'ai attendu que Jessica ait fini de présenter sa bague avant de m'avancer au centre de la pièce, tenant les documents accablant assez haut pour que tout le monde les voie. « Je dois vous parler de quelque chose d'important », ai-je annoncé assez fort pour couper court au brouhaha de la fête. La pièce est progressivement devenue silencieuse alors que les visages se tournaient vers moi avec diverses expressions d'agacement et de confusion. Ma mère Margaret avait l'air mortifiée que je perturbe le moment spécial de Jessica, tandis que mon père Thomas s'avançait avec une irritation évidente. « Frédéric, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour tes plaintes, quelles qu'elles soient, » a dit Thomas d'un ton méprisant, sa voix portant le même ton qu'il pourrait utiliser avec un enfant désobéissant. Ta sœur célèbre ses fiançailles, et tu dois respecter que cette journée est consacrée à son bonheur. C'est drôle que tu parles de respect, ai-je répondu, ma voix se stabilisant alors que je brandissais les relevés bancaires. Je viens de trouver ces documents qui montrent que vous avez transféré tout mon fonds d'études pour payer les frais de scolarité de l'école d'art de Jessica il y a 3 ans. Vous m'avez dit que cet argent avait été perdu dans de mauvais investissements. Mais voici la preuve que vous m'avez délibérément volé 37 000 $ destinés à mon éducation pour payer la sienne. Un murmure mal à l'aise a parcouru la foule alors que les parents jetaient des regards entre moi et mes parents. Le visage de Jessica est devenu rouge, mais pas de honte. Au contraire, son expression montrait une pure colère que je provoque cette scène pendant sa célébration. Margaret s'est avancée, le menton levé avec défi, ne montrant aucune trace de honte ou de regret. Frédéric, tu as toujours été l'indépendant de cette famille. Nous avons pris des décisions que nous pensions bénéfiques pour tout le monde à long terme. Jessica avait besoin de plus de soutien car elle avait un plus grand potentiel de réussite sociale et professionnelle. La désinvolture de son aveu m'a frappé comme un coup physique. Elle n'essayait même pas de nier le vol. Au lieu de cela, elle le justifiait en se basant sur leur évaluation de notre valeur respective en tant qu'être humain. Un plus grand potentiel, ai-je répété, croyant à peine ce que j'entendais. Donc, vous avez décidé que je ne méritais pas l'argent que mes grands-parents avaient économisé pour mon éducation parce que vous pensiez que Jessica était plus jolie et plus susceptible de bien se marier. Thomas a hoché la tête sans hésitation, comme si cette logique était parfaitement raisonnable. Fils, Jessica a toujours eu des avantages naturels qui te manquent. Elle est plus douée socialement, plus attirante, et franchement, plus susceptible d'atteindre le genre de succès qui rejaillit positivement sur notre famille. Nous avons investi dans l'enfant qui pouvait nous donner le meilleur retour sur nos efforts. Les mots flottaient dans l'air comme du poison, et j'ai vu plusieurs parents se tortiller mal à l'aise face à cette honnêteté brutale. Mes propres parents venaient d'admettre devant leur famille élargie qu'ils me considéraient comme l'enfant inférieur qui ne méritait pas un traitement ou un investissement égal. Retour sur investissement, ai-je demandé, ma voix s'élevant. Je suis votre fils, pas une décision commerciale.
Et qu'en est-il de ces cartes d'anniversaire de grand-mère Rose et grand-père William? Vous me volez les cadeaux en espèces qui me sont adressés depuis des années. J'ai brandi plusieurs enveloppes ouvertes, et j'ai vu ma grand-mère Rose halter de choc de l'autre côté de la pièce. Elle m'envoyait fidèlement de l'argent pour mon anniversaire, croyant que ces cadeaux m'atteignaient alors qu'ils finançaient en réalité les virées shopping de Jessica. Jessica a finalement pris la parole, sa voix dégoulinante de mépris et de supériorité. Frédéric, tu devrais être reconnaissant que nous t'ayons nourri et logé toutes ces années. La plupart des familles auraient mis à la porte une personne aussi ingrate et égoïste depuis longtemps. Au lieu de te plaindre de l'histoire ancienne, tu devrais peut-être nous remercier de t'avoir soutenu pendant tes pathétiques emplois à l'entrepôt. Ces paroles ont révélé quelque chose d'encore plus troublant que le vol de mes parents. Non seulement Jessica était au courant de l'argent volé et des cadeaux cachés, mais elle se sentait en droit de les avoir. Dans son esprit, je devrais être reconnaissant pour les soins de base que les parents doivent à tous leurs enfants, tandis qu'elle méritait tous les avantages financiers qu'ils pouvaient lui fournir. De l'histoire ancienne, ai-je répondu, sortant la lettre de mon grand-père sur la collection de voitures. Et qu'en est-il des voitures anciennes de grand-père Robert qu'il m'a spécifiquement laissées dans cette lettre? Je viens de trouver des reçus montrant que vous les avez vendus et que vous avez donné les 15 000 $ à Jessica pour des fournitures d'art. La pièce est devenue complètement silencieuse maintenant, et je pouvais voir plusieurs parents semblant véritablement choqués par l'ampleur de la tromperie de ma famille. Ma grand-mère, Rose, avait les larmes aux yeux en réalisant à quel point on lui avait menti sur mon caractère et ma situation. Le sang-froid de Margaret a finalement légèrement craqué alors qu'elle réalisait à quel point cela paraissait mal aux yeux de leurs invités. Frédéric, tu fais une scène et tu mets ta sœur dans l'embarras l'un des jours les plus importants de sa vie. Si tu ne peux pas soutenir cette famille, alors tu devrais peut-être partir et tracer ta propre voie. Tracer ma propre voie, ai-je ri amèrement. Je trace ma propre voie depuis des années pendant que vous voliez systématiquement tous les avantages que j'aurais dû avoir. Vous avez pris mon fonds d'études, mon argent d'anniversaire, mon héritage, puis vous avez dit à tout le monde que j'étais l'ingrat. Thomas s'est approché de moi, le visage rouge de colère. Ça suffit, Frédéric. Tu ne gâcheras pas cette fête avec tes plaintes égoïstes. Soit tu présentes tes excuses à ta sœur et tu te joins à cette fête comme il se doit, soit tu sors de cette maison tout de suite. L'ultimatum a tout cristallisé pour moi. Même confrontés à des preuves indéniables de leur abus financier et de leur négligence émotionnelle, ils exigeaient que je m'excuse et que je feigne d'être reconnaissant. Ils voulaient que je sourie et que je célèbre le succès de Jessica, qui était en partie bâti sur de l'argent volé à mon avenir. En regardant autour de la pièce, j'ai vu des parents qui avaient été témoins de toute cette confrontation. Certains semblaient compatir à ma situation, mais d'autres paraissaient plus préoccupés par la gêne sociale que par l'injustice que j'avais subie. Personne n'a pris la parole pour me défendre ou remettre en question l'aveu de vol et de favoritisme de mes parents. La prise de conscience la plus dévastatrice fut que la bague de fiançailles de Jessica coûtait probablement plus que tout l'argent qu'ils m'avaient volé combiné. Pourtant, ils ne pouvaient pas prendre 5 minutes pour reconnaître mon 24e anniversaire. J'étais debout dans une pièce pleine de gens célébrant le bonheur de ma sœur tout en ignorant complètement l'abus systématique qui avait financé ses avantages. Vous savez quoi, ai-je dit, ma voix enfin calme mais remplie de résolution. Vous avez absolument raison. Je devrais tracer ma propre voie, et cette voie commence en m'éloignant le plus possible de cette famille toxique. Je me suis tourné pour partir, mais la voix de Jessica m'a arrêté net avec une dernière révélation qui allait tout changer. Au fait, Frédéric, tu te souviens de cet entretien d'embauche que tu as eu au cabinet d'avocat de Brandon le mois dernier? Celui pour lequel tu étais si enthousiaste. J'ai appelé à l'avance et je leur ai dit que tu avais des problèmes de gestion de la colère et un passif de conflit au travail. Je ne pouvais pas risquer que mon frère embarrassant travaille dans le prestigieux cabinet de mon fiancé. L'aveu m'a frappé comme la foudre. Cet entretien d'embauche avait été ma meilleure opportunité d'avancement de carrière depuis des années. Je m'étais préparé pendant des semaines, j'avais fait des recherches approfondies sur le cabinet et je me sentais confiant quant à mes qualifications. Quand ils m'ont rejeté sans explication, j'ai passé des semaines à me demander ce que j'avais fait de mal pendant le processus d'entretien. Maintenant, je connaissais la vérité. Jessica avait délibérément saboté mes perspectives de carrière pour protéger sa propre position sociale. Elle avait activement œuvré pour me maintenir piégé dans des emplois sans issue tout en bâtissant son propre succès sur de l'argent volé et des relations familiales. J'ai quitté cette confrontation et je suis allé directement dans ma chambre, me sentant plus isolé et trahi que jamais dans ma vie.
par ma fenêtre, je pouvais entendre la fête reprendre en bas, comme si de rien n'était. Les bruits de rire et de célébration semblaient être du sel sur des plaies ouvertes, me rappelant que ma famille pouvait retourner à sa joie immédiatement après avoir écrasé mon esprit. Assis sur mon lit d'enfant, je regardais les preuves de leur abus systématique étalées sur ma couette. Des relevés bancaires, des cartes d'anniversaire cachées, des documents d'héritage et des reçus peignaient un tableau d'années de vol calculé, conçu pour avantager Jessica tout en minant mon avenir. L'ampleur de leur tromperie était à couper le souffle par sa minutie et sa cruauté. Ce qui faisait le plus mal, c'était la prise de conscience que ce n'était pas un favoritisme accidentel ou une difficulté financière temporaire. Mes parents avaient pris des décisions conscientes et délibérées de me voler à plusieurs reprises tout en mentant sur leurs actions et en me présentant comme un ingrat à la famille élargie. Ils avaient créé un faux récit où j'étais l'enfant à problème qui ne pouvait pas apprécier leur sacrifice, alors que la vérité était que j'avais été systématiquement dépouillé de tous les avantages que j'aurais dû recevoir. Par ma fenêtre, je regardais les invités arriver continuellement pour la célébration des fiançailles de Jessica. Les voitures remplissaient notre petite allée et bordaient la rue, amenant des parents, des amis de la famille et des relations sociales venus honorer la réussite de Jessica. Je reconnaissais les visages de personnes qui me connaissaient depuis l'enfance, pourtant aucune d'entre elles n'avait demandé mon absence à la fête ou ne s'était demandé comment j'allais dans la vie. Plus j'observais la célébration en bas, plus je comprenais à quel point ma famille m'avait complètement effacé de leur récit. Ces invités croyaient assister à une célébration familiale, mais ils n'avaient aucune idée qu'un membre de la famille était à l'étage en train de panser les blessures de années d'abus et de vol. Mes parents avaient réussi à conditionner tout le monde à ignorer mon existence et à se concentrer uniquement sur les accomplissements de Jessica. Vers 23 heures ce soir-là, j'ai vu ma grand-mère Rose arriver avec un cadeau magnifiquement emballé et un large sourire. Elle a serré Jessica chaleureusement dans ses bras et a félicité mes parents d'avoir élevé une fille aussi brillante. Voir son bonheur et sa fierté sincère me serraient le cœur, sachant qu'elle avait été trompée sur mon caractère pendant des années. Elle croyait que j'étais le petit-fils ingrat qui avait abandonné la famille, alors que la vérité était que j'avais été systématiquement exclu et volé. La vue de grand-mère Rose célébrant en bas tout en croyant des mensonges à mon sujet est devenue le point de rupture finale. J'ai réalisé que rester dans cet environnement ne mènerait qu'à plus de douleur et de manipulation. Ma famille avait montré qu'elle était prête à me voler, à mentir sur moi et à saboter mes perspectives de carrière pour maintenir les avantages de Jessica. Il n'y avait aucun scénario où cette dynamique s'améliorerait ou où je recevrais un traitement équitable. J'ai sorti mon téléphone et vérifié le solde de mon compte en banque, 837 $. Ce n'était pas beaucoup, mais cela représentait chaque centime que j'avais économisé de mon travail à l'entrepôt au cours des 6 derniers mois. Cet argent était le mien, gagné par mon propre travail, et ne pouvait être ni volé ni manipulé par ma famille. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai commencé à rechercher des billets de bus et des offres d'emploi dans des villes lointaines. Je devais m'éloigner suffisamment pour que ma famille ne puisse plus interférer avec ma vie, mais assez près des grands centres d'emploi où je pourrais reconstruire ma carrière. Austin, au Texas, a attiré mon attention en raison de son industrie technologique en pleine croissance et de son coût de la vie inférieur à celui des grandes villes côtières. Alors que je recherchais des appartements et des offres d'emploi à Austin, mon téléphone a vibré avec un SMS de mon vieil ami d'université, Alex Chen, qui avait déménagé au Texas après avoir obtenu son diplôme. Le timing semblait être le destin. « Salut Frédéric, j'espère que tu vas bien. Ma start-up à Austin cherche quelqu'un avec ton expérience en service client. Niveau débutant mais bon potentiel de croissance. Intéressé ? » J'ai fixé ce message pendant plusieurs minutes, ayant l'impression que l'univers m'offrait une bouée de sauvetage exactement au moment où j'en avais le plus besoin. Alex n'avait aucune idée de ma situation familiale ni de la crise que je traversais. Pourtant, son offre d'emploi représentait tout ce dont j'avais besoin, de la distance avec ma famille toxique, un nouveau départ et une occasion de prouver ma valeur dans un environnement où je ne serais pas miné. J'ai immédiatement répondu, très intéressé. « Peux-tu m'envoyer les détails ? Je cherche à déménager bientôt. » Sa réponse est venue rapidement avec les informations sur l'entreprise et les coordonnées du responsable du recrutement. Le poste était au support client pour une start-up technologique appelée Innovat Tech Solutions, avec un potentiel d'avancement basé sur la performance. Le salaire était modeste, mais suffisant pour subvenir à mes besoins tout en construisant quelque chose de mieux. En bas, la fête de fiançailles atteignait son apogée avec des toasts et des discours louant la beauté, l'intelligence et le brillant avenir de Jessica.
j'ai entendu la voix de mon père retentir dans la maison alors qu'il disait aux invités à quel point il était fier du succès de sa fille et comment elle représentait tout ce qu'il y avait de merveilleux dans leurs valeurs familiales. L'ironie était dévastatrice. Ils célébraient les valeurs familiales alors qu'ils avaient systématiquement abusé et volé leur propre fils. Ils louaient le caractère de Jessica tout en sachant qu'elle avait saboté mes perspectives de carrière par pur égoïsme. La déconnexion entre leur image publique et leurs actions privées révélait la profondeur de leur hypocrisie. J'ai commencé à faire mes bagages avec une détermination méthodique. Vêtements, documents personnels, quelques objets sentimentaux et mon ordinateur portable rentraient facilement dans 2 sacs de sport et un sac à dos. La preuve matérielle de mes 24 ans dans cette maison était étonnamment minime, ce qui, d'une certaine manière, rendait le départ plus facile. En faisant mes bagages, j'ai composé une lettre d'adieu expliquant mon départ. Je voulais qu'ils comprennent que je savais tout sur leurs mensonges et leurs vols, mais je voulais aussi conserver une certaine dignité dans ma sortie. La lettre était brève et factuelle, déclarant que j'avais découvert leur abus financier, que je comprenais leurs véritables sentiments sur ma valeur, et que je partais pour construire une vie où je ne serais ni saboté ni volé. J'ai placé la lettre sur mon oreiller où ils la trouveraient finalement, ainsi que des copies de toutes les preuves que j'avais découvertes. Ils devaient savoir que j'étais conscient de leurs actions et que leurs manipulations avaient été exposées. Vers minuit, alors que la fête se terminait enfin et que les invités commençaient à partir, j'ai chargé mes affaires dans ma vieille Honda Civic déglinguée. La voiture avait 12 ans et plus de 200 000 miles, mais elle était à moi, gagnée par mon propre travail et non souillée par la manipulation de ma famille. En démarrant le moteur, j'ai jeté un dernier regard à la maison où j'avais passé mon enfance. La lumière brillait des fenêtres où ma famille était probablement en train de nettoyer après la fête de Jessica, discutant de la merveilleuse soirée que cela avait été et de l'avenir radieux qui l'attendait. Ils n'avaient aucune idée que je disparaissais de leur vie pour toujours. En quittant Millbrook, Ohio, à minuit 30 du matin, j'ai ressenti un étrange mélange de deuil et de libération. Je laissais derrière moi tout ce qui m'était familier et m'aventurais dans une incertitude complète. Mais j'échappais aussi à un environnement toxique qui empoisonnait ma vie depuis des années. Dans une station-service à la sortie de la ville, je me suis arrêté pour acheter du café pour le long trajet vers le Texas. Debout dans le dépanneur éclairé au néon, j'ai sorti mon portefeuille et trouvé les quelques photos de famille que je portais toujours. Des photos de matins de Noël, de vacances d'été et de célébrations d'anniversaire de temps plus heureux, quand je croyais que ma famille m'aimait de la même manière. Sans hésitation, j'ai jeté ces photos dans la poubelle de la station-service. Elles représentaient une fausse histoire où j'étais apprécié et aimé, alors que la réalité était que j'avais été au mieux toléré et au pire systématiquement miné. Garder ces photos ne ferait que me rappeler des illusions qui avaient été brisées pour toujours. En remontant dans ma voiture, j'ai programmé Austin, Texas, dans mon GPS et j'ai commencé le trajet de 9 heures vers ma nouvelle vie. L'autoroute s'étendait à l'infini devant moi, sombre et incertaine. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avancer vers l'espoir plutôt que de le fuir. Le trajet jusqu'à Austin m'a fait traverser le cœur de l'Amérique, passant par de petites villes et des terres agricoles sans fin qui ne ressemblaient en rien aux paysages de banlieue de l'Ohio que je laissais derrière moi. J'ai conduit toute la nuit, alimenté par le café de station-service et l'adrénaline de prendre la plus grande décision de ma vie. Lorsque la silhouette d'Austin est apparue à l'horizon à 8 heures du matin, j'ai eu l'impression d'arriver dans un monde complètement différent. Alex m'a rejoint dans un restaurant du centre-ville appelé Magnolia Café, et j'ai été frappé de voir à quel point il avait l'air plus confiant et plus prospère que pendant nos années d'université. Il portait une chemise impeccable et parlait avec enthousiasme de la scène des startups technologiques à Austin, décrivant des opportunités et un potentiel de croissance qui semblait impossible depuis mon poste à l'entrepôt. Innovat Tech Solutions est exactement le genre d'endroit où le travail acharné est rapidement remarqué, a expliqué Alex autour de tacos pour le petit déjeuner. La propriétaire, Diana Martinez, a bâti l'entreprise à partir de rien il y a 5 ans, et elle promeut en fonction des résultats, pas de la politique ou des relations. Si tu peux résoudre des problèmes et améliorer les systèmes, tu avanceras plus vite que tu ne le pourrais jamais dans une entreprise traditionnelle. L'entreprise occupait le 2e étage d'un entrepôt reconverti à East Austin, avec des murs en briques apparentes, des bureaux debout et un aménagement ouvert qui semblait énergique et collaboratif. Lors de mon entretien avec Diana, une femme d'une 40aine d'années au regard perçant, j'ai été honnête sur mon expérience en service client et mon désir d'apprendre des compétences techniques. Je ne cherche pas quelqu'un avec des références parfaites, m'a dit Diana. J'ai besoin de quelqu'un qui peut penser de manière critique,
communiquer clairement avec des clients frustrés et identifier des schémas dans les problèmes que nous résolvons. Les compétences techniques peuvent être enseignées, mais l'instinct de résolution de problèmes est soit là, soit il ne l'est pas. Elle m'a offert le poste sur le champ avec un salaire de départ de 35 000 $, ce qui était modeste, mais suffisant pour couvrir les frais de subsistance de base à Austin. Plus important encore, elle a présenté des opportunités d'avancement claires basées sur des indicateurs de performance et le développement de compétences. J'ai trouvé un studio dans une maison reconvertie près de l'université pour 600 $ par mois. L'espace était minuscule mais propre, avec des planchers de bois franc, de hautes fenêtres et assez de place pour un lit, un bureau et une petite table de cuisine. Après des années à vivre dans ma chambre d'enfant ou à partager des espaces exigus avec des colocataires, avoir mon propre logement me semblait un luxe. Les premiers mois chez Innovatech ont été difficiles mais exaltants. Je gérais les appels de support client pour les petites entreprises utilisant le logiciel de gestion de projet de l'entreprise, résolvant les problèmes techniques et expliquant les fonctionnalités du système. En quelques semaines, j'ai commencé à remarquer des schémas dans les plaintes et suggestions des clients qui révélaient des problèmes sous-jacents avec l'interface utilisateur du logiciel. Au lieu de simplement résoudre des problèmes individuels, j'ai commencé à documenter ces schémas et à proposer des améliorations systématiques. J'ai créé des rapports détaillés montrant comment des changements mineurs au logiciel pourraient éviter des dizaines d'appels au support et améliorer les scores de satisfaction client. Diana a immédiatement remarqué mon initiative. La plupart des représentants du support client se contentent de répondre au téléphone et de suivre des scripts, m'a-t-elle dit lors de mon évaluation trimestrielle. Vous pensez comme un développeur de produits, en identifiant les causes profondes au lieu de simplement traiter les symptômes. C'est exactement le genre de pensée qui bâtit des entreprises prospères. Elle m'a promu analyste de la réussite client avec une augmentation à 42 000 $ et des responsabilités supplémentaires pour améliorer les taux de fidélisation des clients. La promotion est venue avec mon propre bureau, un accès aux outils de développement et des opportunités de travailler directement avec l'équipe de programmation. Pendant cette période, j'ai gardé un silence complet sur ma situation familiale. J'ai changé de numéro de téléphone, supprimé mes comptes de médias sociaux et évité tout contact avec les gens de ma ville natale. Alex savait que j'avais quitté l'Ohio pour des raisons personnelles, mais j'ai gardé les détails privés tout en me concentrant entièrement sur la construction de ma nouvelle vie. L'isolement était parfois difficile, surtout pendant les vacances lorsque mes collègues parlaient de réunions de famille et de traditions. Mais je me rappelais que ma famille biologique ne m'avait jamais fourni le soutien et les encouragements que je recevais maintenant de mes collègues. Diana est devenue une sorte de mentor, m'offrant des conseils de carrière et me mettant au défi de développer des compétences que je ne savais même pas posséder. 6 mois après avoir commencé, j'ai proposé de créer un système complet de gestion de la relation client qui suivrait le comportement des utilisateurs, prédirait les problèmes potentiels et automatiserait les tâches de support de routine. La proposition exigeait des recherches et une planification technique importante, mais je croyais qu'elle pourrait révolutionner la manière dont l'entreprise interagissait avec les clients. En travaillant le soir et les week-ends, j'ai appris moi-même les langages de programmation de base et la gestion de bases de données grâce à des cours en ligne et des livres de bibliothèque. La courbe d'apprentissage était raide, mais chaque petite avancée me semblait être une validation de mes capacités et de mon potentiel. Ma percée est survenue lorsqu'un client majeur s'est plaint d'erreurs de facturation récurrentes qui lui coûtaient des milliers de dollars en temps administratif. Au lieu d'offrir un dépannage standard, j'ai analysé l'historique complet de leur compte et découvert que notre système de facturation avait une faille affectant les clients avec certains calendriers de paiement. J'ai développé une solution qui a non seulement résolu leurs problèmes spécifiques, mais a également évité des problèmes similaires pour des centaines d'autres clients. Le correctif a permis à l'entreprise d'économiser environ 50 000 $ en pertes potentielles d'affaires et en coûts de support client. Diana a été si impressionnée qu'elle m'a fait venir à une réunion de la haute direction pour présenter mes conclusions. Debout dans cette salle de conférence, expliquant des solutions techniques à des cadres et des programmeurs, je me suis senti plus valorisé et respecté que je ne l'avais jamais été dans ma maison familiale. Frédéric a identifié un problème systématique dont nous ne connaissions même pas l'existence, a annoncé Diana à l'équipe. Sa solution démontre le type de pensée proactive qui sépare les bonnes entreprises des grandes. C'est exactement pourquoi nous investissons dans des personnes qui font preuve d'initiative et de compétences analytiques. L'entreprise a mis en œuvre mon correctif du système de facturation et m'a demandé de diriger un projet plus large visant à examiner tous les processus de support client pour des inefficacités similaires. Mon rôle s'est encore élargi avec une autre promotion au poste de développeur junior et une augmentation de salaire à 58 000 $. Plus important encore,
je gagnais en confiance et en compétences techniques qui m'ouvraient des portes à des opportunités que je n'avais jamais imaginées possibles. Les emplois à l'entrepôt dans l'Ohio m'avaient semblé être des impasses sans potentiel d'avancement, mais cet environnement récompensait l'innovation et le travail acharné par une réelle croissance de carrière. Vers mon premier anniversaire chez Innovatech, j'ai appris par des connaissances communes que les fiançailles de Jessica s'étaient terminées de façon dramatique. Apparemment, Brandon avait découvert sa dépendance secrète au shopping et ses dettes de carte de crédit totalisant 25 000 $. Il a rompu les fiançailles quand elle n'a pas pu expliquer comment elle avait accumulé une dette aussi massive tout en vivant gratuitement chez ses parents. Mes parents auraient eu du mal à aider Jessica à rembourser ses cartes de crédit tout en faisant face à une baisse de revenus due à l'insécurité de l'emploi de mon père. La pression financière pour soutenir le style de vie de Jessica causait apparemment un stress important dans leur mariage. Apprendre leurs problèmes me semblait étrange et distant, comme entendre des ragots sur des connaissances plutôt que sur ma famille immédiate. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à leurs difficultés, mais aussi aucune envie de revenir les aider. Ils avaient fait leur choix quant à l'avenir dans lequel investir, et maintenant ils subissaient les conséquences de ces décisions. Au lieu de m'attarder sur leur situation, je me suis concentré sur ma propre croissance continue. Je me suis inscrit à des cours de programmation du soir à l'Austin Community College et j'ai commencé à développer une plateforme d'automatisation du service client plus sophistiquée qui pourrait potentiellement servir des entreprises au-delà d'Innovatech. Les défis techniques étaient passionnants et stimulants d'une manière que mes emplois précédents n'avaient jamais été. Chaque problème que je résolvais et chaque compétence que je développais me donnait l'impression de construire quelque chose de significatif et de durable plutôt que de simplement gagner un salaire. À la fin de ma première année à Austin, ma valeur nette avait atteint près de 15 000 $ grâce à une épargne et une budgétisation prudente. Plus important encore, j'avais développé un réseau professionnel, des compétences techniques et une trajectoire de carrière qui promettait un avancement continu basé sur le mérite plutôt que sur les relations familiales ou les manœuvres politiques. La transformation de travailleur d'entrepôt à professionnel de la technologie s'est produite plus rapidement que je ne l'avais jamais imaginé possible. Mais cela a nécessité un engagement total à apprendre et à faire mes preuves dans un environnement où mon passé n'avait pas d'importance. À Austin, j'étais jugé uniquement sur mes capacités et mes contributions, ce qui était tout ce que j'avais toujours voulu de ma famille. Au cours de ma deuxième année chez Innovatech, mon projet d'automatisation du service client a évolué pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand que ce que j'avais initialement envisagé. Le système que j'ai développé pouvait analyser les interactions avec les clients sur plusieurs canaux, prédire les besoins de support avant que les problèmes ne surviennent et résoudre automatiquement les problèmes courants sans intervention humaine. La percée est venue quand j'ai réalisé que les petites entreprises de plusieurs secteurs étaient confrontées à des défis identiques en matière de service client, mais manquaient de ressources pour développer des solutions sophistiquées. Ma plateforme d'automatisation pouvait être adaptée pour servir les restaurants, les magasins de détail, les services professionnels et les entreprises en ligne avec une personnalisation minimale. J'ai passé 6 mois à affiner le logiciel pendant mon temps libre, en le testant avec des entreprises locales d'Austin qui ont accepté de piloter le système en échange d'une mise en œuvre gratuite. Les résultats ont été extraordinaires. Les entreprises participantes ont réduit leur coût de service client de 40% en moyenne tout en améliorant les scores de satisfaction et les temps de réponse. Le bouche à oreille sur ma plateforme s'est répandu dans la communauté soudée des petites entreprises d'Austin, et j'ai commencé à recevoir des demandes d'entreprises de tout le Texas qui voulaient mettre en œuvre des systèmes similaires. La demande était bien au-delà de ce que je pouvais gérer en tant que projet parallèle tout en travaillant à temps plein chez Innovatech. Diana a remarqué ma distraction et mon enthousiasme croissant pour le projet d'automatisation. Plutôt que de s'inquiéter d'une concurrence potentielle, elle m'a encouragé à saisir l'opportunité et a offert de me fournir un mentorat commercial pendant que je développais mes idées. Frédéric, vous avez identifié un véritable besoin du marché et créé une solution qui pourrait bénéficier à des milliers d'entreprises, m'a-t-elle dit lors d'une discussion sur la planification de carrière. Innovatech aura toujours une place pour vous, mais l'entrepreneuriat pourrait être votre véritable vocation. Si vous décidez de créer votre propre entreprise, je vous soutiendrai de toutes les manières possibles. Ces encouragements m'ont donné la confiance nécessaire pour rechercher la création d'entreprises, la protection de la propriété intellectuelle et les options de financement pour les startups technologiques. La courbe d'apprentissage était intimidante, mais chaque défi me semblait gérable comparé à l'abus émotionnel et au vol financier que j'avais surmonté dans ma situation familiale. Grâce au réseau d'entrepreneurs d'Austin, j'ai rencontré Rachel Chen, une capital risqueur spécialisée dans les entreprises technologiques en phase de démarrage.
Rachel avait bâti plusieurs entreprises prospères avant de passer à l'investissement, et elle était connue pour soutenir les fondateurs qui résolvaient des problèmes pratiques avec des approches innovantes. Lors de notre première rencontre dans un café du centre-ville, j'ai fait une démonstration de ma plateforme d'automatisation du service client en utilisant des données réelles d'entreprises pilotes. Rachel a immédiatement saisi la taille potentielle du marché et les opportunités de revenus. Les petites entreprises dépensent des milliards de dollars par an pour un service client qui pourrait être automatisé ou rationalisé, a expliqué Rachel. Votre plateforme répond à de véritables points de douleur avec des économies de coûts mesurables. La scalabilité est énorme car chaque entreprise a besoin d'un service client, mais la plupart manquent de l'expertise technique pour optimiser ces processus. Elle a offert d'investir 200 000 $ en échange d'une participation de 20% au capital, à condition que je m'engage à quitter Innovatech et à me consacrer à temps plein à la création de l'entreprise. L'investissement couvrirait le développement de logiciels, le marketing, les frais juridiques et 18 mois de frais de fonctionnement pendant que nous établissions l'entreprise. La décision de quitter mon emploi stable pour me lancer dans l'entrepreneuriat était à la fois terrifiante et exaltante. J'avais passé 2 ans à bâtir ma sécurité et ma crédibilité professionnelle, mais cette opportunité représentait tout ce que j'avais espéré accomplir par le travail acharné et l'innovation. J'ai donné un préavis de 6 semaines à Diana et j'ai travaillé avec diligence pour transférer mes responsabilités à d'autres membres de l'équipe. Elle était sincèrement enthousiaste à propos de mon projet entrepreneurial et a offert de servir de conseillère et de cliente potentielle pour ma nouvelle entreprise. Tu prends la bonne décision, m'a assuré Diana lors de ma dernière semaine chez Innovatech. Je t'ai vu passer de représentant du support client à développeur innovant en un temps record. Ton éthique de travail et tes compétences en résolution de problèmes feront le succès de cette entreprise, et tu ne te demanderas jamais ce qui aurait pu se passer si tu n'avais pas pris ce risque. J'ai nommé mon entreprise Connect Flow et j'ai établi des bureaux dans un espace de travail partagé près du centre-ville d'Austin. L'environnement était rempli d'autres startups et entrepreneurs, créant une atmosphère d'innovation et d'ambition qui me dynamisait quotidiennement. Ma première décision majeure a été d'embaucher Diana comme directrice des opérations. Elle avait exprimé son intérêt à quitter Innovatech pour relever de nouveaux défis, et son expérience commerciale complétait parfaitement mes compétences techniques. Ensemble, nous avons développé un plan d'affaires complet, une stratégie marketing et une approche d'acquisition de clients. Les premiers mois ont été intenses et exigeants, nécessitant des journées de 12 heures et une résolution constante de problèmes alors que nous affinions le logiciel et construisions notre base de clients. Mais chaque défi semblait avoir un but et un sens, car je construisais quelque chose qui m'appartenait et reflétait ma vision. Notre premier grand client a été une chaîne de restaurants régionale qui exploitait 23 établissements à travers le Texas. Ils ont mis en œuvre Connect Flow pour gérer les réservations, la résolution des plaintes et l'analyse des commentaires des clients. En 3 mois, la chaîne a réduit ses coûts de main-d'œuvre du service client de 38% tout en améliorant les scores des avis en ligne et les taux de fidélisation des clients. Cette réussite a fourni une crédibilité et des recommandations qui ont accéléré notre croissance de manière exponentielle. Les magazines d'affaires locaux ont présenté Connect Flow comme une start-up innovante d'Austin, et les publications de l'industrie ont reconnu notre plateforme comme une solution révolutionnaire pour l'automatisation du service client des petites entreprises. À la fin de notre première année, Connect Flow comptait 47 clients professionnels actifs et générait plus d'1 million de dollars de revenus. Ma valeur nette personnelle a atteint 300 000 $ grâce à un salaire, à l'appréciation des actions et à une gestion financière prudente. Plus important encore, je m'étais prouvé que l'évaluation de mon potentiel par ma famille était complètement fausse. Ils avaient cru que Jessica était plus susceptible de réussir professionnellement en raison de ses avantages sociaux et de son attrait physique. Mais j'avais bâti une entreprise rentable basée sur l'intelligence, la créativité et la détermination. Pendant cette période de croissance rapide de l'entreprise, j'entendais occasionnellement des nouvelles de ma famille par le biais de relations communes dans l'Ohio. Jessica était retournée vivre chez ses parents après la rupture de ses fiançailles et avait du mal à trouver un emploi correspondant à ses qualifications en art. Le mariage de mes parents était apparemment tendu en raison de la pression financière et des désaccords sur la manière de soutenir la dépendance continue de Jessica. Mon père, Thomas, avait perdu son poste de cadre intermédiaire en raison d'une restructuration de l'entreprise et travaillait à des missions temporaires qui payaient beaucoup moins que son salaire précédent. L'emploi à temps partiel de ma mère, Margaret, dans le commerce de détail couvrait à peine les dépenses de base du ménage, et ils étaient en retard sur les paiements de leur hypothèque. Le contraste entre mon succès et leurs difficultés était frappant, mais je n'éprouvais aucun désir de jubiler ou de chercher à me venger. Au lieu de cela,
je me suis concentré sur la poursuite de la construction de ConnectFlow pour en faire une entreprise durable capable de soutenir plusieurs employés et de servir des centaines de clients. L'aspect le plus satisfaisant de mon succès était de gagner le respect et la reconnaissance entièrement basés sur le mérite. Mes clients appréciaient ConnectFlow parce qu'il résolvait leurs problèmes et améliorait leur rentabilité, non pas à cause de relations familiales ou d'avantages sociaux. Cette validation signifiait plus pour moi que n'importe quelle somme d'argent, car elle prouvait que le travail acharné et l'innovation pouvaient surmonter n'importe quel désavantage. L'investissement de Rachel était basé sur sa confiance en mes capacités et mon potentiel commercial. Diana avait rejoint mon entreprise parce qu'elle croyait en ma vision et en mes compétences en leadership. Nos clients recommandaient ConnectFlow à d'autres entreprises parce qu'ils bénéficiaient d'avantages tangibles de nos services. Ce réseau de relations professionnelles bâti sur le respect mutuel et le succès partagé me semblait plus précieux et significatif que les liens familiaux que j'avais perdus en quittant l'Ohio. J'étais enfin entouré de personnes qui appréciaient mes contributions et soutenaient ma croissance continue. La transformation de ConnectFlow de start-up à entreprise établie s'est produite plus rapidement que je ne l'avais jamais imaginé. Au cours de notre deuxième année, nous avons élargi notre base de clients à plus de 200 entreprises dans cet État, allant des restaurants locaux aux cabinets de services professionnels régionaux. Nos revenus ont atteint 4 millions de dollars par an, et l'entreprise employait 15 personnes à divers postes techniques et de support. Ma percée personnelle est survenue lorsque Tech Global Industries, une grande société qui fournissait des solutions logicielles aux entreprises du Fortune 500, nous a approchés pour acquérir ConnectFlow. Leurs dirigeants avaient suivi notre croissance et étaient impressionnés par nos taux de fidélisation des clients et nos fonctionnalités d'automatisation innovantes. Le processus de négociation de l'acquisition a duré 3 mois et a impliqué des audits financiers détaillés, des évaluations techniques et des séances de planification stratégique. Tech Global voulait intégrer la plateforme de ConnectFlow dans sa suite de produits existantes et tirer parti de son immense réseau de vente pour atteindre des clients de niveau entreprise. L'offre finale était de 12 millions de dollars pour la propriété complète de ConnectFlow, avec des bonus de performance supplémentaires si les objectifs de revenus étaient atteints au cours des 3 années suivantes. Après avoir consulté Rachel et Diana, j'ai accepté l'accord, qui me rapporterait 8 millions de dollars après impôts, paiements aux investisseurs et bonus aux employés. Signer ces papiers d'acquisition semblait surréaliste et accablant. 3 ans plus tôt, j'avais quitté la maison de ma famille avec 800 dollars et une vieille Honda Civic déglinguée. Maintenant, j'étais millionnaire à 27 ans avec plus de sécurité financière que je n'avais jamais cru possible. La première chose que j'ai faite avec ma nouvelle richesse a été d'acheter un penthouse de luxe dans le centre-ville d'Austin avec des vues panoramiques sur la ville et des équipements haut de gamme. L'espace était 10 fois plus grand que mon studio d'origine, avec une cuisine gastronomique, des dressings et un bureau à domicile surplombant le lac Lady Bird. J'ai aussi acheté une Tesla Model S et j'ai commencé à voyager à l'international pour les affaires et le plaisir. Visiter Londres, Tokyo et Sydney a élargi ma perspective sur les marchés mondiaux et les opportunités commerciales tout en me procurant des expériences dont je n'avais que rêvé pendant mes jours de travailleur d'entrepôt. L'acquisition a fait la une des nouvelles économiques locales, les magazines d'Austin présentant mon histoire comme un exemple de réussite entrepreneuriale dans le secteur technologique en pleine croissance de la ville. Les articles décrivaient mon ascension rapide de représentant du service client à propriétaire d'entreprises millionnaires, bien qu'ils ne mentionnent pas mon contexte familial ou mes luttes personnelles. Ces publications ont apparemment été découvertes par des gens de ma ville natale, car ma famille a commencé à apprendre mon succès et à tenter de rétablir le contact. La première approche est venue par les réseaux sociaux, où Jessica a créé plusieurs faux comptes pour m'envoyer des messages prétendant qu'elle avait grandi et mûri depuis notre dernière interaction. Ces messages étaient soigneusement rédigés pour paraître pleins de remords et d'amour, décrivant à quel point notre relation lui manquait et regrettant les malentendus qui nous avaient séparés. Elle prétendait avoir appris de ses erreurs et voulait reconstruire notre lien fraternel basé sur le respect mutuel et l'appréciation. Ce que Jessica ne réalisait pas, c'est que ces messages révélaient sa manipulation continue et son égocentrisme. Elle décrivait nos conflits comme des malentendus plutôt que de reconnaître son rôle dans le sabotage de ma carrière ou son soutien à l'abus financier de nos parents. Ses excuses se concentraient sur le mal qu'elle ressentait plutôt que de reconnaître le préjudice réel qu'elle avait causé. L'approche de ma mère, Margaret, était plus directe, mais tout aussi manipulatrice. Elle a commencé à laisser des messages vocaux sur mon numéro de téléphone professionnel, qu'elle avait obtenu grâce aux registres publics associés à ConnectFlow. Ces messages affirmaient qu'elle avait toujours cru en mon potentiel et que nos conflits familiaux étaient basés sur des problèmes de communication qui pouvaient être résolus par une conversation honnête.
L'histoire révisionniste de Margaret était d'une audace à couper le souffle. Elle se présentait comme une mère aimante qui avait toujours soutenu mes ambitions, oubliant commodément son aveu qu'elle considérait Jessica plus digne d'investissement en raison de ses avantages sociaux. Les messages vocaux ne faisaient aucune mention de l'argent d'anniversaire volé, des fonds d'études transférés ou du sabotage délibéré de carrière. Mon père, Thomas, a adopté une approche professionnelle, me contactant via LinkedIn avec des messages louant mes réalisations commerciales et suggérant que nous devrions renouer en tant qu'adultes prospères ayant surmonté des désaccords de jeunesse. Ces messages positionnaient nos conflits comme des tensions familiales normales qui se résolvaient naturellement à mesure que les gens mûrissaient et atteignaient leurs objectifs. La nature coordonnée de leur prise de contact révélait qu'ils avaient développé une stratégie pour me reconquérir, probablement motivée par leurs propres difficultés financières et la connaissance de ma nouvelle richesse. Leurs messages sont arrivés à quelques semaines d'intervalle, utilisant tous un langage similaire sur la croissance, le pardon et les liens familiaux. J'ai sauvegardé chaque message et message vocal qu'ils ont envoyé, mais je n'ai répondu à aucun. Leur intérêt soudain pour la reconstruction des relations coïncidait de manière suspecte avec l'apprentissage de mon succès financier, suggérant que leur motivation était plus pratique qu'émotionnelle. Grâce à mon réseau dans l'Ohio, j'ai appris plus de détails sur leur situation qui se détériorait. La dette de carte de crédit de Jessica avait atteint plus de 30 000 $ alors qu'elle continuait à dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas tout en vivant au chômage à la maison. Elle avait postulé à de nombreux postes, mais avait du mal à trouver des employeurs disposés à embaucher quelqu'un avec un diplôme d'art coûteux et aucune expérience de travail pratique. Les problèmes financiers de mes parents s'étaient considérablement aggravés. Thomas était au chômage depuis 6 mois après la fin de ses missions temporaires, et l'emploi de Margaret dans le commerce de détail fournissait à peine assez de revenus pour couvrir les services publics de base. Ils faisaient face à une saisie immobilière de leur maison et avaient emprunté de l'argent à des parents pour éviter une expulsion immédiate. L'ironie de leur situation était évidente mais pas satisfaisante. Ils avaient passé des années à tout investir dans le succès de Jessica tout en négligeant et en sapant mon potentiel. Pourtant, les avantages de Jessica n'avaient produit aucune carrière ou stabilité financière significative. Pendant ce temps, le fils qu'ils avaient écarté comme moins digne avait atteint plus de succès que n'importe lequel d'entre eux n'avait jamais imaginé possible. Leur désespoir est devenu plus apparent à mesure que leur prise de contact s'intensifiait. Les messages vocaux de Margaret devenaient plus longs et plus émotionnels, décrivant des problèmes de santé et un stress financier qui pourraient être résolus si leur famille pouvait se réunir. Les messages de Jessica devenaient plus fréquents et personnels, partageant des souvenirs d'enfance où nous nous entendions bien. Thomas a commencé à envoyer des coupures de journaux sur le succès de mon entreprise, accompagnées de notes manuscrites exprimant sa fierté pour mes réalisations. Les notes évitaient soigneusement de mentionner nos conflits tout en soulignant son rôle dans la formation de mon éthique de travail et de ma détermination par des leçons d'enfance. L'approche la plus manipulatrice est venue lorsqu'ils ont impliqué ma grand-mère, Rose, qui a appelé mon bureau en prétendant qu'elle était mourante et voulait me voir avant de décéder. L'appel était clairement orchestré par mes parents, mais il représentait un nouveau degré de bassesse dans leur volonté d'exploiter les relations familiales pour un gain financier. J'ai vérifié auprès d'autres parents que grand-mère Rose était en bonne santé et ne faisait face à aucune crise médicale immédiate. Apprendre qu'ils étaient prêts à simuler sa mort pour me manipuler et me faire entrer en contact a confirmé que leur démarche actuelle était entièrement intéressée plutôt que basée sur un remords ou un amour sincère. Leur désespoir révélait l'échec complet de leur stratégie d'investissement familial. Ils m'avaient volé pour soutenir l'éducation et les avantages sociaux de Jessica. Pourtant, elle n'avait produit aucun retour sur leur investissement. Sa rupture de fiançailles, son chômage et sa dette croissante prouvaient que l'attrait et les relations sociales ne signifiaient rien sans éthique de travail et compétences pratiques. Pendant ce temps, le fils qu'ils avaient rejeté comme moins digne avait bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars grâce à l'intelligence, la détermination et un comportement éthique. Mon succès avait été obtenu malgré leur sabotage plutôt que grâce à leur soutien, prouvant que leur évaluation de mon potentiel avait été complètement erronée. Alors que leur situation financière continuait de se détériorer et que leur prise de contact devenait plus désespérée, j'ai réalisé qu'ils subissaient enfin les conséquences d'années de favoritisme et d'abus. La justice était rendue non par une action de ma part, mais par les résultats naturels de leurs propres choix et de leurs défauts de caractère. 2 ans après l'acquisition de Connect Flow, j'ai pris une décision qui allait clore le chapitre le plus douloureux de ma vie pour toujours. La situation financière de ma famille avait atteint un point de crise, avec des procédures de saisie immobilière et des factures médicales croissantes créant une véritable difficulté qui s'étendait au-delà de mes parents et de ma sœur.
J'avais suivi leur situation par le biais de connaissances communes et de recherches occasionnelles sur Google, me tenant au courant sans contact direct. Les informations que j'ai recueillies brossaient le portrait de personnes qui subissaient enfin les conséquences d'années de mauvaises décisions et de défauts de caractère. Mon père, Thomas, avait été diagnostiqué avec une grave maladie cardiaque qui nécessitait un traitement coûteux, non entièrement couvert par son assurance limitée. Les factures médicales poussaient mes parents vers la faillite. Alors qu'ils luttaient pour conserver leur maison et soutenir le chômage continu de Jessica elle-même était devenue de plus en plus isolée et déprimée à mesure que sa dette augmentait et que ses perspectives d'emploi diminuaient. Son diplôme en art la qualifiait pour très peu de postes pouvant lui permettre de vivre de manière indépendante, et son manque d'expérience professionnelle pratique la rendait inemployable dans la plupart des environnements professionnels. La situation a atteint son paroxysme lorsque j'ai reçu une lettre désespérée de ma grand-mère, Rose, qui avait enfin appris la vérité sur nos conflits familiaux. La lettre était déchirante par son honnêteté et sa honte, alors qu'elle décrivait comment mes parents l'avaient manipulée pendant des années avec de fausses histoires sur mon caractère et mon comportement. Frédéric, j'ai tellement honte de la façon dont je t'ai traité à la fête de fiançailles de Jessica, écrivait grand-mère Rose d'une écriture tremblante. Tes parents m'ont dit que tu étais devenu égoïste et ingrat, que tu refusais d'aider la famille et que tu ne te souciais que de toi-même. Je les ai crus parce que je faisais confiance à leurs paroles concernant leurs propres enfants. Maintenant, je sais qu'ils mentaient pour couvrir leur propre comportement terrible envers toi. Elle a expliqué que d'autres parents avaient progressivement révélé des bribes de la vérité sur mon fonds d'études volées, mes cadeaux d'anniversaire cachés et le favoritisme systématique qui m'avait fait fuir. L'image complète de l'abus financier de mes parents était enfin devenue claire pour les membres de la famille élargie qui avaient été trompés pendant des années. Je comprends pourquoi tu es parti et pourquoi tu n'es pas revenu, continuait sa lettre. Mais je sais aussi que tu es une bonne personne avec un cœur bon malgré tout ce qu'ils t'ont fait. Ton grand-père Robert serait si fier de l'homme que tu es devenu, et il voudrait que tu fasses preuve de miséricorde envers les gens qui ont besoin d'aide, même s'ils ne le méritent pas. En lisant cette lettre dans mon pantouse d'Austin, entouré du succès que j'avais bâti par mes propres efforts, j'ai ressenti un mélange complexe de justification et de tristesse. La reconnaissance de la vérité par ma grand-mère validait tout ce que j'avais vécu, mais elle soulignait également le coût du dysfonctionnement de ma famille. J'ai décidé de retourner à Millbrook pour la première fois en 4 ans, conduisant ma Tesla dans des rues familières qui semblaient plus petites et plus miteuses que dans mon souvenir. La ville semblait figée dans le temps, alors que j'avais grandi et changé au-delà de toute reconnaissance. La maison de mon enfance montrait des signes évidents de détresse financière. La pelouse était envahie par les mauvaises herbes, la peinture s'écaillait sur les volets, et un panneau, à vendre, était bien en vue dans le jardin. La maison qui avait autrefois représenté la stabilité et les liens familiaux ressemblait maintenant à un symbole de déclin et d'échec. Je me suis rendu au Murphy's dîner en ville, sachant que c'était un endroit où je pourrais rencontrer des membres de ma famille ou de vieilles connaissances. Effectivement, ma grand-mère Rose prenait un café avec 2 autres femmes âgées quand je suis entré. Son visage a montré le choc et la joie quand elle m'a reconnu. Frédéric. « Oh mon Dieu, regarde-toi » a-t-elle dit, se levant prudemment de sa banquette pour m'embrasser. Les autres femmes me regardaient ouvertement pendant que grand-mère Rose me présentait comme son petit-fils Prosper, propriétaire d'une entreprise technologique au Texas. Nous nous sommes assis ensemble pendant qu'elle s'excusait à plusieurs reprises d'avoir cru aux mensonges de mes parents et de m'avoir maltraité pendant mes dernières années à la maison. Son remords était sincère et douloureux à voir, et je lui ai assuré que je comprenais qu'elle avait été trompée par des gens en qui elle avait confiance. Ils ont dit à tout le monde que tu avais abandonné la famille sans explication, a expliqué grand-mère Rose. Nous pensions que tu étais égoïste et ingrat, que tu ne prenais pas la peine d'aider dans les moments difficiles. Personne ne savait pour l'argent qu'il t'avait pris ni à quel point il t'avait maltraité. Notre conversation a été interrompue lorsque mes parents et Jessica sont entrés dans le restaurant, ayant appris par les réseaux de communication de la petite ville que j'étais de retour à Millbrook. Leur apparence était choquante par sa détérioration par rapport aux personnes confiantes et bien habillées que je me souvenais de la fête de fiançailles de Jessica. Thomas avait l'air beaucoup plus âgé et plus mince, le visage gris de maladie et de stress. Margaret paraissait épuisée par les soucis financiers et la tension émotionnelle. Jessica semblait la plus changée, ayant perdu la confiance vibrante qui avait autrefois défini sa personnalité. Ils se sont approchés de notre table avec hésitation, incertains de leur accueil, mais assez désespérés pour risquer un rejet public. Les autres clients regardaient avec une curiosité évidente ce drame familial se dérouler dans leur restaurant tranquille. Frédéric,
commença ma mère avec précaution. Nous espérions te parler. Nous savons qu'il y a eu des problèmes par le passé, mais nous voulons arranger les choses entre nous. Le mot « problème » était un euphémisme si énorme que j'ai failli rire. Leur vol systématique et leur abus émotionnel avaient été réduits à des « problèmes » qui pouvaient être résolus par la conversation et la bonne volonté. Arranger les choses nécessiterait d'admettre ce qui s'est réellement passé, ai-je répondu calmement. Êtes-vous prêt à admettre que vous avez volé mon fonds d'études, caché mes cadeaux d'anniversaire, vendu mon héritage et saboté mes perspectives de carrière au profit de Jessica? La franchise de ma question les a clairement choqués, mais ils étaient trop désespérés pour reculer. Thomas a hoché la tête à contre-cœur, tandis que Margaret semblait mal à l'aise avec mes accusations spécifiques. Nous avons fait des erreurs dans la façon dont nous avons géré les finances familiales, a admis Thomas avec précaution. Nous pensions prendre des décisions qui profiteraient à tout le monde à long terme, mais nous réalisons maintenant que nous t'avons blessé injustement. Jessica est restée silencieuse, fixant la table pendant que ses parents tentaient de limiter les dégâts. Son incapacité à contribuer à la conversation suggérait qu'elle n'éprouvait aucun remords sincère pour son rôle dans mes mauvais traitements. L'argent n'est plus vraiment le problème, ai-je expliqué. J'ai réussi financièrement malgré votre sabotage, pas grâce à votre soutien. Ce qui importe, c'est de savoir si vous comprenez pourquoi votre comportement était mauvais et si vous êtes capable de traiter les gens différemment à l'avenir. J'ai regardé directement Jessica, qui a finalement croisé mon regard avec un mélange de honte et de défi. Comprends-tu que saboter mon entretien d'embauche était cruel et destructeur? Reconnais-tu que tes actions étaient conçues pour m'empêcher de réussir pendant que tu progressais grâce à des avantages volés? La réponse de Jessica était à peine audible. J'avais peur que ta présence au cabinet de Brandon me mette dans l'embarras. Je sais que c'était mal, mais je protégeais ma relation. Sa réponse a révélé qu'elle ne comprenait toujours pas l'éthique fondamentale de ce qu'elle avait fait. Elle était désolée pour les conséquences, mais pas pour le processus de pensée qui l'avait amené à saboter les perspectives de carrière de son propre frère. Malgré leur compréhension imparfaite de leur comportement passé, j'ai réalisé qu'ils traversaient enfin une véritable épreuve qui les avait dépouillés de leur arrogance et de leur sentiment de droit. Les conséquences naturelles de leur choix leur avaient enseigné des leçons que mes arguments n'auraient jamais pu leur apprendre. Je suis prêt à aider pour les factures médicales de papa et à vous empêcher de perdre la maison, ai-je annoncé, provoquant un soulagement visible sur leur visage. Mais il y aura des conditions qui devront être remplies avant et pendant toute aide financière. J'ai exposé mes exigences. Ils suivraient une thérapie familiale pour aborder leur dysfonctionnement et leur favoritisme. Ils reconnaîtraient publiquement leur mauvais traitement passé aux membres de la famille élargie qui avaient été trompés, et ils s'engageraient à traiter tous les membres de la famille avec un respect et une considération égaux. De plus, Jessica serait tenue de trouver un emploi dans les 6 mois et de commencer à rembourser sa dette de carte de crédit par son propre travail. Mon aide couvrirait les frais médicaux d'urgence et de logement, mais ne subventionnerait pas un chômage continu ou des dépenses irresponsables. Plus important encore, ai-je conclu, vous devez comprendre que cette aide est basée sur la compassion, pas sur une obligation. Je ne vous dois rien après des années d'abus et de vol. J'aide parce que je choisis de faire preuve de compassion, mais j'attends en retour une responsabilisation et un changement sincère. Les conditions étaient difficiles mais justes, leur demandant de s'attaquer aux causes profondes de leur dysfonctionnement plutôt que de simplement accepter un sauvetage financier. Leur volonté de répondre à ces exigences démontrerait s'ils étaient capables de croissance et de changement. Au cours des mois suivants, ma famille a lentement commencé à remplir les conditions que j'avais établies. Ils ont assisté à des séances de thérapie qui les ont forcés à confronter leur schéma de favoritisme et de manipulation. Les membres de la famille élargie ont appris la vérité sur mon départ et les circonstances qui m'avaient fait fuir. Jessica a trouvé un emploi dans une entreprise de marketing locale et a commencé à rembourser sa dette par des versements mensuels. Le travail était difficile pour quelqu'un habitué au soutien familial, mais il lui a fourni une indépendance et une estime de soi qu'elle n'avait jamais gagnée auparavant. L'attitude de mes parents à mon égard a changé fondamentalement alors qu'ils reconnaissaient que mon succès était auto-construit plutôt qu'accidentel. Ils ont commencé à me traiter avec respect et appréciation au lieu de la tolérance méprisante que j'avais connue tout au long de mon enfance. La transformation n'était ni complète ni parfaite, mais elle représentait un progrès réel vers une dynamique familiale plus saine. Plus important encore, j'ai appris que ma plus grande réussite n'était pas la richesse financière, mais la maturité émotionnelle de pardonner aux personnes qui m'avaient fait du tort tout en me protégeant des abus futurs.
Mon histoire m'a appris que les relations familiales doivent être bâties sur le respect mutuel et un soin sincère, pas sur des liens génétiques ou des attentes sociales. Le véritable succès signifie avoir la force de s'éloigner des situations toxiques, la sagesse de construire quelque chose de mieux par ses propres efforts, et la compassion d'accorder sa miséricorde quand elle est méritée. La vengeance que j'avais autrefois imaginée ne s'est jamais matérialisée car elle est devenue inutile. Les conséquences naturelles de leur choix ont fourni plus de justice que n'importe quelle action que j'aurais pu entreprendre, tandis que mon succès prouvait que leur évaluation de ma valeur avait été complètement erronée. Avec le recul, j'ai réalisé que quitter ma famille a été la décision la plus difficile et la plus importante de ma vie. Il a fallu un courage énorme pour s'éloigner de tout ce qui était familier et reconstruire toute mon existence autour de valeurs et de relations différentes. Mais cette décision a mené à des expériences et à des réalisations que je n'aurais jamais pu imaginer en étant piégé dans leur dynamique toxique. Bâtir Connect Flow, gagner des millions de dollars et créer de véritables relations professionnelles m'a appris des leçons sur mes propres capacités qui ont transformé la façon dont je me voyais et mon potentiel. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise est que votre passé ne détermine pas votre avenir, à moins que vous ne le lui permettiez. Les gens qui vous sous-estiment vous offrent une opportunité de leur prouver le contraire par vos actions et vos réalisations. Le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est la liberté de devenir la personne que vous êtes destiné à être, indépendamment des limites ou des attentes des autres. Mon 24e anniversaire a commencé par un rejet et un gâteau de supermarché. Mais il s'est terminé par les premiers pas vers une vie d'indépendance et de succès. Parfois, les pires moments de nos vies sont en fait des portes vers nos plus grandes réalisations si nous avons le courage de les franchir. À tous ceux qui écoutent et qui se sont sentis sous-évalués ou ignorés par les personnes les plus proches d'eux, votre valeur n'est pas déterminée par leurs opinions ou leur traitement. Vous avez le pouvoir de construire quelque chose de mieux par vos propres efforts. Et la famille que vous créez à travers des relations authentiques aura plus de valeur que n'importe quel lien basé uniquement sur le sang.